Bienvenue dans Un nuage de bien-être, le podcast qui te guide vers une vie équilibrée et épanouie dans tous les aspects de ton existence. Je suis Jessica Exili, coach bien-être et naturopathe. Mon intention, t'aider à trouver ou retrouver une vie épanouissante basée sur divers piliers fondamentaux du bien-être. À travers des épisodes inspirants et pratiques, nous explorons divers sujets liés à la santé au naturel, la gestion émotionnelle et mentale, en passant par la gestion des finances, l'épanouissement professionnel et bien d'autres choses encore. Rejoins-moi pour des conversations enrichissantes et des conseils concrets et laisse-toi inspirer à créer la vie que tu mérites. Que tu cherches à cultiver la paix intérieure, à améliorer ta santé ou à trouver du sens dans ta vie, un nuage de bien-être est là pour t'accompagner dans ton voyage vers un bien-être global et durable. Bonjour Maëva, Bonjour Jessica, comment tu vas? je vais bien et toi? Très bien, Bien. merci. Merci d'être là pour mon podcast Un nuage de bien-être. Je suis trop Avec contente. plaisir. Je suis Oui, toujours moi contente en aussi je suis trop fait. contente. C'est... Maëva, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question phare que j'aime bien poser. Alors, faut Mm. savoir que moi, j'aime beaucoup tout ce qui est pâtisserie, la gourmandise, etc. Et pour moi, apporter un petit peu de douceur et de fun dans nos vies, je trouve ça cool. Oui. J'aimerais savoir quelle est ta boisson gourmande favorite? Moi c'est le chocolat chaud. Ah, Oui. pourquoi le chocolat chaud? Eh ben, parce que justement c'est doux et c'est réconfortant aussi. Et c'est bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est réconfortant. En plus, là, on est dans la bonne saison, parfait avec Ouais, ton plaid. C'est carrément. bon. T'es au C'est top. ça. Super. Maëva, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je suis Maëva, j'ai 30 ans, j'habite en Île-de-France. Je suis infirmière de profession initiale et maintenant, depuis 4 ans, je suis doula et j'accompagne en fait les familles de la grossesse jusqu'au postpartum. Donc vraiment les femmes dans la maternité à domicile. Donc je propose des soins bien-être et de l'accompagnement à visée plus émotionnelle, voilà, dans cette nouvelle vie de parents. Super, c'est trop bien. Est-ce que tu peux me dire tout d'abord, qu'est-ce qui t'a fait choisir le métier d'infirmière? Ah, le métier d'infirmière, je crois que je l'ai pas choisi, je pense qu'il est venu à moi. En D'accord. fait, j'adore prendre soin déjà depuis toute petite. Enfin, c'est quelque chose qui est inné chez moi. Et en fait, instinctivement, je me suis dirigée vers cette profession-là parce qu'elle correspondait totalement à qui je suis. Et en toute honnêteté, à la base, je voulais être sage-femme. Mhm. Mais tu sais, quand tu arrives au lycée et qu'on te demande de choisir une filière et que bah, moi, je pouvais pas faire S, mais du coup, j'ai fait ES. Et comme je ne Ouais. pouvais pas faire S, du coup, je ne pouvais pas aller en école de médecine. Bref, un peu la conseillère d'orientation qui t'oriente un peu mal. Donc, j'ai fait ma filière ES et en fait, du coup, je me suis dirigée vers Ok. infirmière puisque bah, pour moi, c'était un peu le lien. Euh, et je me suis dit, bah, si je fais cette formation-là, peut-être que je pourrais faire la formation de sage-femme, sauf que trop compliqué, beaucoup trop d'études. Du coup, j'ai fait mes Mhm. 3 ans d'infirmière et j'ai travaillé après en tant qu'infirmière. Et j'ai travaillé quand même dans l'hôpital des enfants. Donc, j'avais quand même ce public-là. D'accord. Voilà. Tu vois, c'est trop marrant parce que j'ai eu à peu près le même vécu que toi. Mais moi, Oui, c'était de collège à lycée. oui, Alors, je voulais faire. Alors, à l'époque, je voulais être styliste. Rien à oui, voir avec ce que je fais ok. maintenant. Et je me souviens que autant les conseillers en orientation et ma prof, ils m'ont orienté aussi vers le lycée général ES. Oui. Et pareil, même après, enfin, pour changer, fallait faire une mise à niveau en art appliqué, etc. Du coup, j'y suis pas Mm, allée. Mais je trouve que c'est un peu dommage mm. parce qu'en fait, on est Oui, cloisonné et on n'a pas vraiment ce. On nous dit qu'on a le choix, qu'on peut faire tout ce qu'on veut, mais en fait, non. exactement. Et puis, se Mm. base que sur des notes, tu vois, alors que bah, je trouve que ça définit rien. Exactement, Euh, bah oui. donc, ouais. Ouais. Mais bon.
C'était un mal pour un bien, on va dire, parce que ça Voilà. t'a orienté vers le métier de doula Oui, aujourd'hui. Et du coup, est-ce que c'est tu ça. peux me dire, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ce métier-là? Et bien, justement, en fait, comme j'ai pas pu faire sage-femme, pendant mes écoles d'infirmière, pendant mon école d'infirmière, je regardais un petit peu ce qui pouvait être l'équivalent de sage-femme. Donc, j'avais regardé que je pouvais faire une passerelle pour arriver en deuxième année de médecine, je crois, en tant qu'infirmière, mais beaucoup trop compliqué. Et en fait, je suis tombée sur ce métier-là de doula en faisant, tu sais, un peu tu sais, comme quand tu fais ton évaluation des acquis, ou je sais plus comment t'appelles Oui, ça, ouais. mais en fonction de ta personnalité et tout ça. Et en fait, je suis tombée sur ce métier-là. Alors, il était vraiment pas du tout connu. Maintenant un peu plus, mais vraiment pas du tout Mm. avant. Donc, si je te dis ça, c'était il y a 6 ans, mais c'était vraiment le tout début. Et j'aimais beaucoup ce métier. Vraiment, pour moi, c'est ce qui correspond même encore plus qu'infirmière, tu vois, parce que t'as pas le côté médical. Et en fait, comme c'était le tout début et que c'était pas quelque chose de diplômant, et ça ne l'est pas encore, je pense que je me sentais pas encore légitime en fait d'aller dans cette sphère-là et que bah forcément en France on a besoin d'avoir des métiers diplômants. Du coup j'ai continué ma formation, et je suis devenue infirmière. Et en fait après 4 ans de mon métier, après 4 ans à travailler à l'hôpital, en fait il y a eu un moment, et bon, c'est encore le cas, hein, où c'est très compliqué, où les conditions sont très compliquées, où on n'arrive plus à faire le métier qu'on aime, parce que ce métier, c'est une passion, hein, on fait ce métier vraiment par vocation, sinon on s'arrête à un moment donné. Et en fait, bah, il s'avère qu'à un moment donné, je rentrais chez moi, j'étais hyper frustrée parce que j'arrivais pas à accompagner comme je voulais, parce que bah, on nous demandait toujours plus, avec pas beaucoup, je faisais un peu tout trop vite en fait et qu'on n'avait pas le temps, tu vois, de prendre soin des familles parce que quand on est avec des enfants, bah, on prend en charge l'enfant mais aussi les parents. Quand bah, on est entre deux chambres et qu'on a des parents qui nous posent des questions, qui nous interpellent parce qu'ils ont besoin d'être assurés et qu'on n'a pas le temps, malheureusement, c'est très frustrant. C'est Ouais, je très comprends. frustrant et je me suis interrogée pendant plusieurs mois en me disant, bon, là, j'arrive à un stade, en fait, où j'arrive plus à faire mon métier comme j'en ai envie. Et je me sens pas bien, en fait, parce que quand je rentre chez moi et que je rentre en pleurs et que je suis pas bien, c'est pas le but. Et en fait, il y a 4 ans de ça, comme par hasard, vraiment un hasard, mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, je cherchais justement à faire autre chose, toujours dans la même sphère. J'avais toujours cette idée-là de doula, mais j'avais pas encore recherché. Et je suis tombée en fait sur une école qui s'appelle l'école du bien-être. Je sais pas si tu connais l'école du bien-être. Non, ça me parle pas. C'est une école à Neuilly. En fait, c'est une auxiliaire de Puer qui a ouvert cette école vraiment consacrée que aux professionnels de santé. En fait, c'est marrant parce que il y a eu une vague, et je pense que je suis pas la seule, hein, de professionnels de santé qui ne se sentaient plus bien dans leur métier à cause des conditions. Et en fait, elle aussi, justement, et elle a créé son école, l'école du bien-être, en fait, vraiment autour de la femme qui devient mère, donc la femme enceinte, le bébé. Donc, on pouvait proposer des soins bien-être, des massages pour la femme enceinte, pour la femme qui vient d'accoucher, et essentiellement aussi pour les bébés, les massages bébés et le bain bébé aussi. En fait, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Je vais dans cette école, je passe ces formations-là parce que ça me correspond vraiment plus, ce côté bien-être, accompagnement plus à ma manière, sans la maladie, sans les conditions de l'hôpital. Je me suis formée pendant que je travaillais à l'hôpital, pendant un an. Et ensuite, j'ai quitté l'hôpital. J'avais, disons, 3 mois de congés payés, donc ça m'a permis aussi de me faire connaître et d'avancer un petit peu dans cette pratique-là. Et en fait, au bout d'un an, j'aimais bien ce que je faisais, mais le problème, c'est que j'avais pas cet accompagnement global, tu vois, ce truc des Mm. doulas qui me restait en tête. Et donc, du coup, je suis retournée sur le site pour rechercher une école de doula. Et donc, j'ai vu une école de doula qui me correspondait le plus parce que j'adore ce côté accompagnement aussi holistique, pas simplement juste physiologique et médical que je connais, mais j'aime bien cette sphère aussi holistique et émotionnelle. Et du coup, je me suis orientée plus sur une formation de doula qui accompagne vraiment les femmes dans tout le cycle de vie, pas simplement la maternité, mais voilà, des premières menstruations jusqu'à la ménopause, quoi.
Ok, c'est trop Voilà. bien. Alors, pour préciser, pour les personnes qui ne connaissent pas le terme holistique, parce qu'il peut y en Oui, avoir beaucoup, holistique, c'est vraiment prendre en compte l'humain dans sa globalité. Donc, que ce soit physique, émotionnel, mental, enfin voilà, c'est prendre le tout, pas que un seul aspect. Est-ce exact. que tu peux nous donner une définition de ce que c'est, de ce qu'est le métier de doula, s'il te plaît? Oui, moi j'aime bien donner ma définition qui, je pense, est très représentative. Pour moi, c'est un peu comme une deuxième maman qui prend soin des familles ou de la femme même à visée émotionnelle à n'importe quel cycle de sa vie. En général, on a plus des doulas qui vont accompagner dans la période de la maternité parce que c'est une période assez très changeante pour une femme et elle a pas du tout ce côté médical. Elle est pas non plus c'est pas un membre de la famille, donc tu vois, il y a aussi cette personne-là extérieure qui ne va pas apporter de jugement. Elle est très neutre et, et elle accompagne vraiment la personne et elle répond vraiment à 100% à ses besoins. C'est-à-dire que la doula, elle est pas là pour donner son avis, elle est pas là pour donner sa... Elle accompagne quand même parce qu'elle a ses connaissances, mais elle s'adapte vraiment à la personne et aux besoins de la personne. D'accord, Voilà. c'est trop cool. Trop- Et du coup, c'est un accompagnement personnalisé, quoi, Oui, vraiment. exactement, c'est ça. Ouais. Trop bien. La question qui me vient, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as décidé de te lancer, que tu as fait tes formations et même après, parce que c'est un métier qui n'est pas encore reconnu par l'État, même si pour moi ça veut rien dire. Oui, En tant que naturopathe, oui. c'est pareil. Ce qui fait que ton parcours, il ressemble beaucoup au mien parce que pareil, j'ai croisé ce métier de naturopathe quand j'étais étudiante Hmm. au lycée et que du coup, je savais pas encore quoi faire. Mais comme c'était pas reconnu, je suis restée dans la sécurité, etc. Ouais. Et puis après, dans mon métier d'RH, bon, bah, c'est pareil, j'aimais ça, mais il y avait de la frustration, enfin bref. Donc, personnellement, moi, j'ai eu quand même ce truc, cet engouement de dire, bon, allez, j'y vais. Mais il y a un peu ce Hmm. stress. Toi, comment tu Ouais. l'as ressenti? Comment c'était? Je t'avoue que pour moi, j'ai vu comme une porte de sortie. Donc, j'étais hyper excitée. Au moment de faire mes formations, je savais en fait où j'allais. Donc, j'avais, c'était un stress, mais un bon stress au moment de mes formations. Après, parce que comme je faisais les formations, j'étais encore à l'hôpital. Ouais. J'ai commencé après à travailler, j'avais encore un congé payé pendant 3 mois. Mais c'est après, au moment, tu vois, tu es juste consacré à toi-même. J'étais plus dans le salariat à ce moment-là, tu vois. C'est là que j'ai commencé quand même un peu à stresser, à me dire, bon, bah, ok, tu te suffis à toi-même, tu es seul, tu es plus dans le salariat. Donc, c'est vrai que ça met quand même un certain stress. Et en même temps, bah, c'est assez challengeant parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, donc on fait quelque chose quand même qu'on aime. Enfin, moi, j'ai vraiment fait quelque chose qui me correspondait vraiment. Et j'avais plus cette pression, en tout cas, tu vois, de personnes au-dessus de moi. Donc, c'était un peu un mélange de stress, je dirais peut-être financier, parce qu'il bah, fallait que je me bouge justement pour gagner ma vie en même temps. Et hyper excitée parce que je faisais vraiment quelque chose qui me correspondait, quoi. Ouais, exactement. Mais du Mm. coup, quand tu es parti de ton métier de salariat, est-ce que tu as pu obtenir une rupture conventionnelle et du coup chômage ou pas du tout? Tu as démissionné En fait, j'ai fait une disponibilité parce Pardon. que à l'hôpital, en fait, ce qui est très compliqué, c'est de démissionner parce ils te retiennent beaucoup. Bon, avant, en tout cas, moi, quand j'avais débuté, on me disait que si tu démissionnes, c'était très compliqué de revenir, alors que pas du tout, puisqu'ils ont toujours besoin. Donc, au début, en fait, j'avais fait une disponibilité, c'est-à-dire que sur 1 an, et aussi pour ma sécurité, en me disant, bah, si jamais ça fonctionne pas, bah, j'aurais quand même la possibilité de revenir au bout d'1 an. La disponibilité, c'est juste qu'en fait, c'est comme une année sabbatique, tu vois, Ok. tu quittes, mais tu es toujours fonctionnaire à l'hôpital, quoi. Et donc, j'avais demandé la disponibilité, et tu sais, c'était pendant la période de Covid. Ah Euh, oui! oui, c'était pendant la période de Covid, enfin, en disant la deuxième phase, donc c'était moins urgent, entre guillemets, il y avait moins de besoins, mais l'hôpital retenait un peu les soignants pour ça, alors qu'il y avait, en tout cas dans mon service, il n'y avait pas forcément de besoin. Moi, si on m'avait appelé dans un autre service où il y avait besoin, j'y serais allée sans souci. Sauf qu'en fait, on allait me refuser ma disponibilité alors que j'avais déjà commencé à travailler, j'avais déjà fait tout mon process. En fait, on allait me refuser ma disponibilité pour justement manque d'effectifs dû à la crise sanitaire.
En fait, moi, je leur ai dit, bon, alors déjà, mon service n'en a pas besoin. Et je leur ai dit, en fait, bah, si on m'autorise pas la disponibilité, je démissionne. Et en fait, faut savoir, c'est que les hôpitaux n'aiment pas trop qu'on démissionne, parce que du coup, et aussi, ils perdent, entre guillemets, comment expliquer. Tu sais, ils ont un certain quota, et donc s'ils ont un certain nombre de démissions ou de choses, peu importe, ou des personnes qui quittent l'hôpital, en fait, ils descendent un petit peu en échelon, donc ils ont moins Oui, d'aide je pour comprends. tout ce process Ils financier. perdent un peu en notoriété, Et en fait. exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, à cette période-là, c'est vrai qu'il y en avait pas mal aussi qui démissionnaient. Et donc, moi, je leur ai dit, si on ne m'accorde pas ma dispo, je démissionne. J'avais déjà ma lettre de prête. Et en fait, le lendemain, on m'a rappelé en me disant, c'est bon, la disponibilité est faite. Donc, du coup, je ne suis pas retournée travailler. Et là, actuellement, je suis toujours en disponibilité, mais je compte justement envoyer une lettre de démission pour ne plus être attachée à l'hôpital, du coup. Ok, parce que la Voilà. disponibilité, elle peut durer combien de mois maximum? La disponibilité, en fait, c'est toi qui décides. Tu fais entre 1 et 3 ans. Moi, j'avais demandé à 3 ans et tu peux renouveler. Donc, j'ai D'accord. renouvelé. Normalement, alors maintenant, tu peux renouveler, je crois, à 2 fois. Et ensuite, soit tu retournes travailler, soit tu démissionnes. Ok, Voilà. super. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à lancer ta société Ma Naissance? Ben, je pense. Tu veux dire le nom ou carrément le Alors, concept? il y a déjà le nom et Oui, ensuite le concept. Pourquoi? ok. Enfin, je crois que tu t'es spécialisée en Oui, périnatalité. oui, Donc, c'est un ça. peu ça. Alors, le nom, c'est toute une histoire. Je pense que peut-être que tu dois savoir toi aussi quand tu te lances. Moi, je connaissais pas du tout ce principe-là voilà, de monter sa boîte, de trouver un nom, une identité de marque, tout ça, parce que moi, je sortais du salariat, je ne connaissais pas du tout. J'avais fait une formation sur la création d'entreprise, mais c'était vraiment plus dans le côté administratif, juridique. Mais j'avais pas du tout cette notion-là, donc vraiment, je partais de zéro. Et quand il a fallu trouver un nom, j'ai vraiment réfléchi au concept en fait en lui-même, parce que bah, moi, j'adore. J'adore le concept de la maternité, j'aime prendre soin et il fallait qu'il y ait le mot naissance dedans, en tout cas. Et j'ai voulu le transvaser avec le sens pour les sens, les 5 sens, parce que j'apporte vraiment un réel intérêt sur tout ce qui est sens, justement. Le toucher principalement parce que c'est ce que j'exerce le plus. Mais pour moi, en fait, tout est relié, même la naissance en elle-même, un bébé quand il naît, tu vois, tu as tout ce concept de toucher, de la vue, tous les sens qui commencent à se développer. Et donc, pour moi, comme c'était le début de quelque chose, comme l'essence c'est un peu le début aussi de quelque chose, j'avais vraiment envie de créer ce concept de, de relier la naissance et l'essence. Je ne sais pas si c'est clair pour toi. C'est clair, c'est très clair. Et en fait, ce que je trouve hyper beau, là, bon, les autres enfin, mais les auditeurs ne vont pas le voir, mais quand tu l'expliques, on voit que tu as des paillettes dans les yeux, enfin, que tu aimes ça. On voit que Oui, c'est vraiment ta vocation, c'est trop bien. ouais, 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 carrément, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, pourquoi te spécialiser vraiment dans la périnatalité? Alors moi, j'ai travaillé pendant 5 ans en réanimation pédiatrique et néonatale, donc j'étais vraiment avec les enfants et les bébés. Donc il y avait vraiment ce concept bah, après la naissance, hein. J'ai toujours adoré travailler avec des enfants. J'ai toujours adoré prendre soin des bébés. Alors ça, je ne sais encore pas pourquoi et pour quelles raisons. Mais j'avais besoin, en tout cas, de retrouver, en tout cas en quittant l'hôpital, de retrouver ce même public parce que c'est ce qui m'anime le plus. Et donc, je suis restée dans cette sphère-là. Ok, super. Donc, Voilà. pour préciser, toi, tes services, tu t'occupes de Enfin, explique-nous, quels sont tes services? Oui. Alors moi, j'accompagne les familles donc, de la grossesse jusqu'au postpartum. Donc tu as une partie, disons, soins bien-être, parce que pour moi, c'était essentiel d'accompagner et en même temps le corps, donc de prendre soin du corps et en même temps d'accompagner à visée émotionnelle dans cette période-là. Donc tu as des prestations, donc des soins bien-être, donc des massages pour les mamans, pour les papas, pour les mamans après l'accouchement aussi, donc avant et après l'accouchement, des massages pour les bébés. J'aime bien parler de 2 soins que j'aime beaucoup, qui sont le rituel Rebozo et le bain Thalasso.
Le rituel Rebozo, c'est vraiment un rituel un peu de passage de la femme qui devient mère. Donc, tu as tout un concept vraiment autour de ça, un massage, un temps de discussion, un peu un temps d'introspection pour faire un peu une rétrospective de sa vie de femme quand elle devient mère. Voilà, de réfléchir un petit peu à cet équilibre-là et de l'accompagner dans la nouvelle étape de maman. Et puis le bain thalasso, c'est vraiment un bain juste pour le bébé. Donc, il n'y a pas de savon, c'est pas un bain comme on avait l'habitude de faire qui dure pas très longtemps, mais c'est pas un bain lavant. C'est vraiment un bain bien-être pour le bébé. Mais il y a aussi cet aspect-là thérapeutique. C'est pour ça qu'il a ce nom-là, parce que tu as un peu ce truc où on ramène le bébé un petit peu dans son état in utero, dans l'eau. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui se joue pour surtout la maman et le bébé, parce que en fonction de comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement, en fait, on vient avec le bain, avec l'eau, avec les mouvements de l'eau, on vient un petit peu rallier la maman et le bébé, essentiellement. Le papa aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce lien très fort entre la maman et le bébé. Et souvent, quand il y a eu quelque chose qui s'est passé de très intense, soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement, alors le bain, en tout cas, est représentatif de cette période-là. Le bébé, en tout cas, a cette perception-là. Et émotionnellement, en fait, il y a plein de choses qui se passent. Je sais que je ne pourrais pas vraiment expliquer, mais il faut le vivre, en tout cas, pour le ressentir. Mais parfois, pour certaines mamans, tu vois, qui n'ont pas conscientisé leur accouchement aussi beaucoup, le fait de prendre le temps dans l'eau, le fait de revoir un petit peu le bébé, d'avoir certaines positions dans l'eau, le fait voilà, que le bébé ressorte de l'eau et qui instinctivement fait sa poussée, en fait, comme la naissance et que la maman puisse le récupérer. C'est vraiment des étapes qui permettent à la maman de revivre aussi son accouchement, mais de manière beaucoup plus douce et surtout de prendre le temps, en fait, de revivre ce moment-là. Donc ça, je dirais pas que ça guérit, parce que, enfin, pour moi, oui, ça guérit peut-être certaines mamans émotionnellement vraiment qui ont pas pu peut-être avoir ce genre de moment-là, tu vois, le pot à pot, ou bien la poussée aussi justement de pouvoir récupérer son bébé, de pouvoir voilà, prendre le temps aussi avec son bébé ou peut-être pendant la grossesse aussi. Tu vois, il y a plein de choses qui se jouent. Et je trouve que c'est un beau cadeau, en tout cas, qu'on peut offrir à la maman et le bébé. Je suis totalement d'accord Voilà. avec toi. Parce que pour avoir pris ce soin-là, alors avec toi, j'ai pris le soin, le bain thérapeutique et massage pour papa et Oui, maman. Je suis totalement oui, d'accord avec toi parce que la naissance, c'est pas. Moi, je dis que la naissance, c'est pas que le bébé. Il y a aussi la naissance enfin, de la femme qui devient une mère. oui, Et souvent, on prend pas le temps de digérer ça, ou oui, on le digère pas tout de suite. oui, Mais en dehors de ça, le bain thérapeutique, comme tu le dis, il faut le vivre. oui, Il y a une montée émotionnelle. oui, Et je me rappelle typiquement le passage où quand tu l'as posé sur le drap et oui, que mon bébé à moi oui, est venu vers moi, je me suis retenue, mais j'allais oui, avoir des larmes. oui, Vraiment, cette montée d'émotion, franchement, c'était trop bien. T'as l'impression en fait en quelque part, de revivre l'accouchement. Moi, j'ai pu avoir l'accouchement de manière physiologique, donc Mm, avoir le bébé sur moi, mon bébé sur moi, etc. Mais effectivement, oui, c'est top. Et même pour le bébé, alors en tout cas pour mon bébé à moi, j'ai vu une différence avant-après. Faut savoir oui, qu'avant, quand je lui donnais le bain 2 fois, enfin, il pleurait quoi, typiquement. oui, Maintenant, il adore ça. oui, C'est quand je et le oui, sors du bain, il veut plus, et il oui, pleure quoi, il veut plus, il veut pas en sortir. et Donc oui. ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi, c'est quelque chose à Mm, vivre. C'est aussi apaisant, autant pour le bébé que pour la maman et le mm, papa. Quand tu mm, vois le bébé qui est serein dans l'eau, mm. enfin franchement, c'est trop bien. Et oui, carrément, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu peux me partager ton expérience au début de ton lancement de ma naissance? Quels ont été tes défis, tes difficultés et comment t'étais émotionnellement tout du long? Ok, c'est une bonne question. Encore une fois, comme je te dis, moi qui ne connaissais absolument rien de l'entrepreneuriat, et pour moi, c'était la création d'une entreprise, mais c'était la mienne. Donc, c'est aussi la création de son premier bébé. Donc, tu as aussi ce truc où tu te donnes à 100% parce que bah, c'est toi. J'étais, alors,
il y a eu plein de défis, vraiment plein. Déjà pour la création d'entreprise, tu vois, parce que je connaissais pas du tout le process, donc il fallait que je me renseigne comment créer une entreprise, comment créer sa marque, comment protéger sa marque, parce que moi je savais pas non plus. Et c'est vrai qu'au tout début, quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il y a eu, alors on n'était pas beaucoup, mais après ça, il y a eu quand même pas mal de monde qui ont commencé à se former et à faire à peu près la même chose. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui copient. Et moi, Mm. j'avais pas du tout notion de la protection de la marque, de la protection du nom. Et en fait, je me suis retrouvée avec des personnes qui copiaient complètement en fait tout, mais de A à Z. Et c'est marrant parce que c'est des personnes qui ont vu et qui m'ont envoyé les messages. Et donc à ce moment-là, en fait, ce qui est génial, c'est que j'avais dans mes abonnés une personne qui travaillait dans le juridique, qui était avocate, je crois. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y avait une certaine protection à avoir, qu'il fallait voilà, protéger son nom, sa marque et tout ça, parce que moi, j'avais pas du tout notion de ça. Et donc, j'ai protégé ma marque suite à ça. Et bien évidemment, j'ai contacté la personne qui avait fait du plagiat. Dès le lendemain, elle avait déjà tout supprimé, hein. Déjà le premier défi. Et C'est j'avoue que incroyable ça. ça touche beaucoup, encore une fois, parce que comme c'est ton bébé, tu as travaillé quand même beaucoup dessus. Moi, j'ai passé des semaines entières déjà à trouver un nom. J'ai passé du temps pour trouver vraiment l'image de marque, tu vois, les couleurs, travailler sur les couleurs, travailler sur le concept. Et quand tu vois qu'il y a une personne qui vient et qui fait carrément du copier-coller, bon, bah, tu te dis, bon, bah, super, quoi. C'est pas agréable du tout, quoi. Ouais, je te comprends totalement. Après, faut se dire, enfin, faut essayer de prendre l'aspect positif qui dit que ça veut dire que ça Oui, marche, que ça plaît, que ça bien plaît. sûr, oui, c'est Mais ça, bon, exactement. quand On me comme l'a tu dit. dis, avoir passé plusieurs semaines, plusieurs heures à travailler dessus, t'as pas envie qu'on te vole, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Voilà, donc le premier défi, tu vois, encore, j'en apprends tous les jours hein, sur l'entrepreneuriat que je ne connaissais pas. Je pense que le plus gros défi, en tout cas pour moi, quand j'ai commencé, c'était de me vendre. Parce que comme j'étais dans le salariat et que je faisais un métier, disons, tu te donnes sans forcément recevoir en retour, ce qui est toujours le cas. J'avais mon salaire à la fin du mois, tu vois, je prenais soin des familles à l'hôpital. Pour moi, c'était naturel, parce que je suis comme ça, hein, c'est naturel de prendre soin, de faire mon métier et en même temps de donner de ma personne. Et en fait, quand je me suis retrouvée à faire exactement la même chose, mais que du coup, j'étais vraiment en direct des personnes qui devaient me payer, j'étais hyper mal à l'aise. Vraiment, c'était mais un défi pour moi de comprendre que, en fait, c'était pas moi, entre guillemets, que je vendais, que c'était mon entreprise. Et c'était hyper compliqué. Vraiment, ouais. cette notion de se vendre et de demander au début, vraiment, je n'osais pas demander de me payer la prestation. Des fois, genre, j'attendais de rentrer dans ma voiture, d'envoyer un message à la personne. Ah, en fait, et heureusement que je suis tombée toujours sur des personnes bienveillantes, tu vois, mais je me disais, mais à un moment donné, il va falloir que tu travailles dessus parce que ça va être ça tout le temps, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la première entreprise qu'on va créer, comme tu le dis, c'est un peu notre bébé. Mais il Ouais. faut savoir s'en détacher parce que Oui, ça reste une entité différente, quoi, de toi-même. exactement, c'est Donc, ça. ouais, Ouais, effectivement, ouais. c'est très complexe. Ouais. C'est ça, exactement. J'ai un peu travaillé sur ça, accepter le fait que, bah, du coup, exactement comme tu dis, c'est une autre, enfin, c'est une autre entité, comme tu dis, et que ce n'est pas moi, et que je vends mes services et je vends mon métier, et c'est pas moi et ma personne, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'était ça le plus gros défi. Ouais. Et justement, en parlant de finances, alors souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, bah, déjà on démarre avec 0 euros. Et Oui, après, c'est difficile de se rémunérer tout de suite. Et oui. est-ce que toi, déjà aujourd'hui, tu sens que ça va? Et est-ce que ça a été très difficile, ou plus ou moins, pour toi de te rémunérer? Alors, moi, quand j'ai commencé, du coup, comme je te disais, j'avais 3 mois de congés payés, ce qui Ouais, était une sécurité pour moi parce que j'avais 3 mois de salaire. ouais. Mais ce qui Voilà, est en très début court quand d'année. même. Oui, ce qui est très court, c'est vrai. Mais à défaut, je me suis dit, bon, tu vois, j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital, j'ai fait beaucoup d'heures et du coup, finalement, bah, je suis partie avec un compteur très, très élevé. C'était très court, mais je me suis dit, bon, bah, j'ai 3 mois. J'ai 3 mois pour me faire connaître, j'ai 3 mois pour que ça avance. Finalement, j'ai beaucoup travaillé sur ça. J'ai fait en sorte de me faire connaître autour de moi. Et en fait, le bouche à oreille a fait que
en peut-être 8 mois, j'avais l'équivalent de mon salaire à l'hôpital. Donc, j'étais très contente. Et puis, disons que l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Un mois ne ressemble jamais à un autre. Et donc, c'est vrai que pendant 8 mois, j'étais contente parce que je me suis dit, ah, super, ça prend bien. Et puis, il y a eu des mois où c'était un peu moins. C'est vrai qu'en fait, tu stresses un peu tous les mois à te dire, bon, OK, est-ce que là, ce mois-ci, ça va aller? Comment je vais faire pour pouvoir, ah bah, pour que justement ça continue aussi comme ça? En fait, il faut toujours être très régulière, toujours se vendre, entre guillemets, toujours vendre son entreprise pour justement être toujours active et qu'on te voit. Parce que bah, sinon, sinon personne ne vient à toi, quoi. Donc Complètement. là, à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que je suis bien, mais j'ai toujours ce truc en tant qu'entrepreneur, tu vois, où bah, le mois prochain, ce sera peut-être différent, tu vois. Ouais, je pense que j'ai eu très peur l'année dernière et je pense que c'était un peu tout le monde, tu sais, un peu le post-Covid où moins de personnes achetaient, on était vraiment plus sur les premières nécessités, entre guillemets, parce que tout a augmenté, parce que voilà. Et moi, je me suis retrouvée, parce que ce que je fais, c'est quand même une sphère un petit peu de luxe, entre guillemets, c'est pas quelque chose de première nécessité. Oui, Euh, c'est plus un et confort qu'on du coup, je me s'accorde suis en retrouvée. fait. Ouais, exactement, c'est plus un confort qu'on s'accorde, exactement. Et du coup, je me suis retrouvée à me dire, oh là là, là, ça va pas du tout, je commence à diminuer un petit peu. Et en fait, j'avais mes copines qui me disaient, mais Maëva, tu es infirmière, donc tu peux quand même travailler, faire des vacations et aller travailler quand même un petit peu. Et pour moi, c'était juste impossible de faire ça parce que c'était un peu comme un retour en arrière. Tu vois, genre vraiment, je me disais, mais c'est pas possible. Pour moi, c'est un échec de me dire, je retourne en arrière, je retravaille à l'hôpital alors que c'était pas du tout mon but. Et j'ai beaucoup travaillé dessus, hein. Mais à un moment donné, j'avais pas le choix que de retourner travailler à l'hôpital certaines nuits. Tu vois, même pas, c'était même pas. Genre, j'ai dû faire peut-être, allez, 4 ou 5 nuits, ce qui n'est rien dans tout ce que j'ai fait jusque-là. Et bah, finalement, après, tu vois, le mois d'après, c'est reparti et tout allait bien, hein. Mais c'est vrai que j'étais dans ce truc où je me dis, oh là là, je stresse, je vais pas, je sais pas comment va se passer les mois d'après. Et c'est vrai que quand j'ai remis justement ma blouse pour aller travailler, et j'étais là, mais non, c'est pas possible. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Qu'est-ce que je fais là, quoi? Tu vois, et finalement, ben, je me suis dit, OK, là, c'est juste une passe. Tu as cette sécurité-là, alors qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas ça. Donc, autant que je m'en serve, voilà, pour justement financièrement pouvoir tenir. Donc, voilà. Et finalement, j'ai toujours ce backup, entre guillemets, donc, ce qui est une chance pour moi. Si jamais il y a des moments où j'ai besoin de plus, ou même besoin d'investir aussi un petit peu plus, toujours ce backup, quoi. Ouais, c'est très bien. Et puis, d'un autre côté, ça te permet de te booster toi pour vraiment faire en sorte d'avoir de la clientèle, quoi. Oui, exactement. Quelquefois, C'est faut ça. être voilà, au pied du mur pour faire les choses. Et souvent, c'est comme ça. Que ça Souvent, marche, c'est ouais. comme ça. Ouais, ouais. C'est clair, exactement. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire, selon toi, quels sont les principaux défis que rencontrent les familles, en fait, en périnatalité? Alors, les principaux, il y en a plein, mais je pense que bah, le premier, déjà, c'est d'avoir la responsabilité d'un autre être humain. Ouais. C'est un très grand défi. C'est même le premier défi. Parce que, bah, voilà, c'est quand même une responsabilité d'un être humain, c'est pas rien. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'appréhension face à ça. Tu peux peut-être le dire toi aussi. Ouais. Et puis, c'est surtout que enfin, les parents souvent ont cette responsabilité d'un être humain, mais c'est surtout que cet être humain-là n'a pas du tout le même rythme que les parents. Et du coup, Totalement. faut bah, avoir cet équilibre-là entre ton mode de vie, ton équilibre à toi et le fonctionnement et le rythme de ton enfant, quoi. Et ça, c'est un gros défi. Ouais. C'est un très, très gros Je défi. suis d'accord. Ouais, parce qu'il y a des choses que tu dois laisser, il y a des choses que tu dois te réadapter aussi autrement, notamment pour le sommeil, beaucoup. Voilà, il y a plein de choses que tu dois réadapter. Bah, on t'apprend pas ça forcément parce que bah, ça se vit. Ouais, je pense que c'est les deux plus gros défis. En fait, devenir parent, tout simplement, c'est déjà un Et gros toi, du défi. coup, tu fais comment pour aider ces personnes-là qui ont ces défis-là? Qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que c'est des conseils que tu donnes? Est-ce Ouais, que tu alors, les écoutes simplement? Parce que je pense que tu dois beaucoup écouter oui, justement dans ton métier. c'est ça, exactement. Bon, en fait, j'écoute beaucoup les appréhensions et j'écoute aussi les non-dits, tu vois, parce que des fois, on va parler. Mais moi, j'aime beaucoup observer aussi et ce qui n'est pas dit. Parce que des fois,
peux dire quelque chose, mais tu veux dire autre chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors, souvent, pendant la grossesse aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup des choses qu'on s'imagine aussi qui ne sont pas forcément réelles et très dans la réalité. On travaille beaucoup sur les peurs, sur beaucoup de peurs, sur plein d'interrogations. En fait, le fait déjà d'avoir une solution sur ta question, ça change beaucoup de choses. Rien que pour l'organisation, tu vois, après, dans la maison, tout le matériel à mettre en place pour ton bébé, des fois, on a une liste énorme, alors qu'en fait, finalement, il suffit juste d'avoir le principal. Et surtout l'après, je dirais, l'après, ouais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute et Mm. beaucoup de réassurance et donner confiance, surtout. Parce que bah, on a beau avoir confiance en soi, quand on devient parent, je pense qu'il y a la majorité aussi on a cette vulnérabilité-là, parce que du coup, on est un autre statut qu'on n'est pas à la base. Et du coup, on perd confiance et surtout, tout dépend des professionnels qu'on rencontre, hein, mais souvent, on a tendance en tout cas à enfantiser les parents et parfois, ben, ils n'ont pas trop leur place en fait. Et mon rôle et le rôle de beaucoup de personnes maintenant, c'est de redonner la place aux parents, tu vois, leur redonner leur place de parents et surtout de se faire confiance parce qu'il n'y a que eux qui connaissent leur enfant. Parce que nous, les professionnels sont très dans une généralité, dans une moyenne, mais en vrai, l'enfant, il est juste lui. Tous les enfants sont différents, même s'il y a certaines similitudes, mais dans ton quotidien, il n'y a que le parent qui connaît son enfant le mieux. Et ça, j'arrête pas de le répéter. Et à chaque fois, c'est important de l'observer parce qu'il y a des fois, je sais pas, tu vas avoir un parent qui va me dire oui, mais j'ai lu que c'était mieux je sais pas, je te dis un truc tout bête. D'emmailloter son enfant, mais moi, il aime pas du tout ça, donc je comprends pas, genre, c'est pas normal, ou de le déshabiller au moment du change, quand on le déshabille, bah, il aime pas ça, ou peu importe, tu vois. Je dis juste que bah, il faut juste s'adapter autrement. S'il aime pas être mailloté, bah, il aime pas être mailloté, c'est pas grave, on trouve d'autres solutions. Si bah, il préfère dormir à telle période ou à telle période, bah ok, c'est pas grave, on trouve une autre solution, tu vois. Et je trouve qu'on est maintenant beaucoup, beaucoup, beaucoup informés. Il y a beaucoup d'informations qui fait qu'on a tendance aussi à se perdre un petit peu. Et il y a des informations qui sont contradictoires aussi, donc on a tendance beaucoup à se perdre. Et surtout quand on est parent pour la première fois, on est vite perdu. Et quand son enfant ne rentre pas, entre guillemets, dans une case, je dis bien parce que c'est le cas, dans une moyenne, ben, on a tendance vite à se dire qu'on a un problème ou qu'on fait mal les choses, alors qu'en fait, il suffit juste de se dire que bah, c'est que ton enfant ne fonctionne pas comme ça et c'est pas grave. Je suis d'accord avec toi. D'autant plus qu'il faut trouver sa place en tant que parent. Il y a les avis des professionnels, il y a les avis de l'entourage, Mmh. qui, Ouais. Ah enfin, oui, c'est des avis oui, bienveillants, mais des oui, fois, c'est pas demandé, c'est pas nécessaire, et c'est ou ça. des fois, ça peut être enfin, des conseils d'autrefois qui ne sont plus à Oui, adapter à maintenant. c'est ça. Enfin Oui, voilà, il y a tellement de choses extérieures qui oui, fait qu'on est vite submergé, on c'est va ça. culpabiliser en tant que parent Ouais. parce qu'on va se dire qu'on fait mal les choses, ou Mmh. enfin voilà, on peut être fatigué et du coup on se dit ah mais je suis fatigué mais je dois m'occuper de mon enfant mais du coup je m'en occupe mal mais ça fait Exactement. beaucoup de Oui, mais. Donc exact. et ça c'est pendant enfin de la naissance jusqu'à bah je sais pas, jusqu'à l'âge jusqu'aux 18 ans de l'enfant et encore même après quoi. C'est ça, exactement. Après, il y a d'autres problèmes au fur et à mesure du temps, Ah hein. ouais, ouais. D'autres Donc appréhensions, d'autres interrogations, mais ouais, ouais, je pense que ouais, après l'accouchement, je soutiens beaucoup plus dans le quotidien, tu vois, à rappeler un petit peu, tu vois, les personnes ressources, qui sont pas forcément que la famille, hein, mais vraiment des vraies personnes ressources, tu vois. Et voilà, et quand une maman me dit que ça va alors que je vois qu'elle est fatiguée, tu vois, dans ce truc on dit ça va, mais au fond, ça va pas. Bah, je suis contente. J'accompagne vraiment au quotidien. Là, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était de mai à septembre. J'ai accompagné une maman vraiment en postpartum, tu vois, de la naissance jusque la maman retourne travailler et que sa fille soit à la crèche, enfin, l'assistante maternelle. Et pendant les premiers mois, tu vois, ben, j'ai vraiment été un peu les petites mains de chez elle. C'est que bah, voilà, je lui faisais à manger. Comme ça, elle avait juste à s'occuper de son enfant. Je lui faisais à manger, je faisais son ménage, voilà, je rangeais ses lessives, tu vois. J'allais chez elle 2 heures par semaine et je faisais un petit peu les petites mains pour pas qu'elle ait à penser à tout ça. En fait, mon but, c'était vraiment, voilà, d'atténuer sa charge mentale pour pas qu'elle ait vraiment ça à s'occuper, mais que juste de son enfant. Et d'accord, mais du coup, ton métier de doula, il ça, est en tout vraiment complet en fait.
tu fais plein de Oui, choses, quoi. Tu oui, donnes c'est pas ça. que des conseils, Oui, tu te déplaces aussi à domicile. non, Alors, est-ce que oui, tu peux c'est déjà ça. me dire en détail ce que tu fais? Et autre question, Oui. comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais pour gérer ton planning? Parce que tu fais beaucoup de déplacements chez la clientèle. Oui, Comment tu y arrives? du coup, moi, je me déplace à domicile pour les soins bien-être, tout ce qui est massage pour toute la famille. Et à côté de ça, en fait, il y a des accompagnements que je fais en prénatal et en postnatal. Et du coup, comment j'organise mon planning? Alors, les massages en soi, donc, j'ai quand même un site internet qui fait que les personnes peuvent prendre rendez-vous directement en ligne, ce qui me permet aussi, moi, de gérer, tu vois, mes déplacements. Et après, quand ça concerne vraiment les accompagnements, c'est vu en amont avec la famille, c'est-à-dire en fonction de leurs besoins. Moi, j'organise mon planning aussi en fonction de ça. Si c'est du prénatal, c'est assez facile parce que c'est du visio. C'est plus facile en tout cas à gérer. Quand c'est du postnatal, on voit après en fonction des besoins. Au début, je commence à dire que voilà, on fait 2 heures par semaine et s'il y a besoin de plus, moi j'organise aussi mon planning en fonction de ça et je bloque des créneaux déjà en amont pour justement me garder des disponibilités pour la maman en postnatal. Voilà. Ok, Je d'accord. sais pas si ça répond Mais un peu ça va, ça te stresse pas? Oui, oui, complètement. Ça te stresse pas, du coup, est-ce que c'est une grosse charge au niveau de ton planning ou ça va, t'arrives à t'accorder du temps pour toi? Ça dépend des mois. Ça dépend des mois parce que tu sais, il y a des périodes d'affluence plus que d'autres, plus de naissance à certaines périodes de l'année. Donc, je sais qu'en fait, à cette période-là, si c'est trop intense, je sais que je vais moins avoir du temps pour moi. Mais c'est marrant que tu me poses cette question parce que alors déjà, il y a 2 ans de ça, j'avais pas de site internet hein, à la base. Les gens en fait m'appelaient, tu vois, je faisais des devis, je regardais en fonction de la distance pour donner mes prix, tout ça. C'était très compliqué, une grosse charge mentale pour le coup. Et en fait, je me suis dit bon, à un moment donné, ok, tant pis, j'investis, je donne de l'argent à une personne pour qu'elle puisse me faire mon site et au moins moi ça m'allège aussi pour la prise de rendez-vous. Donc c'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. Donc ça, c'était génial parce que ça me permettait aussi de pas me soucier de qui prend rendez-vous. La personne, elle prend son rendez-vous. Moi, j'ai déjà mon planning de fait. Et alors, je dirais que ouais, depuis ça, je me suis dit vraiment, il faut que je prenne du temps pour moi parce que comme tu dis, quand tu es entrepreneur et que c'est ton premier bébé, tu donnes beaucoup. Qui t'a tendance à t'oublier, toi. Donc moi, de base, déjà, je m'oublie beaucoup parce que je fais quand même un métier c'est comme un don de soi. Hein. Même quand j'étais infirmière, tu vois, c'est quand même, on prend soin des gens. Souvent, on dit qu'il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des gens, mais en fait, quand c'est naturel, moi, je donnais beaucoup de ma personne, ce qui fait que je m'oubliais aussi assez, même quand j'étais salariée. Et en fait, quand tu es entrepreneur et que surtout moi, je travaillais seule, à un moment donné, en fait, j'étais un peu comme dans un tambour. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut vraiment que je prenne soin de moi parce que je donne beaucoup. Et ce que je donne aussi, c'est très intense émotionnellement. Et donc, j'ai ce besoin aussi de prendre soin de moi parce que sinon, j'arriverai jamais à tenir autant. Donc, en fait, je me suis accordé du temps rien que pour moi parce qu'au début, je travaillais vraiment tous les jours. Hormis le dimanche, mais je travaillais vraiment tous les jours parce que bah, il fallait que je me fasse connaître, il fallait que je fasse ma clientèle. Et à un moment donné, quand ça s'est un peu stabilisé au bout d'1 an et demi, je dirais, ben là, je me suis dit, bon, ok, je vais m'accorder du temps pour moi. Donc, j'ai bloqué le samedi après-midi. Je faisais plus de samedi après-midi et le lundi. Donc, j'avais vraiment, du coup, on va dire 2 jours et demi pour moi, ce que je ne faisais pas avant. Voilà. Et vraiment, ça change la vie. Hein. C'est important quand même de prendre soin de soi. Tu vois, moi, je prends soin des autres et je dis tout le temps qu'il faut prendre soin de soi, mais moi-même, je ne le faisais pas. C'est important pour avoir, ouais, cet équilibre-là, quoi, pour que je puisse me recharger, pour que je puisse me reposer et être vraiment beaucoup plus performante après pour prendre soin des autres. Et c'est trop bien parce que du coup, tu t'es rendu compte que tu en avais besoin Ouais, et qu'en fait, enfin, à la longue, tu pourrais pas continuer. Donc, tu t'es ouais, accordé ça et c'est top. Encore une fois, enfin, ouais, quand on est entrepreneur, comme tu dis, on se consacre beaucoup, et enfin, surtout au début, on consacre tout notre temps. Mais au bout d'un moment, c'est notre corps, en fait, notre outil de travail. Et surtout toi, en plus, qui fais des massages, oui, etc., tu sollicites encore plus ton corps. Donc, si tu te reposes pas, au bout ouais, d'un moment, ça prend c'est beaucoup ça. d'énergie, quoi. Ouais, clairement. Super. Maëva, est-ce que tu peux me dire ce qu'est pour toi le bien-être? Qu'est-ce que ça représente?
c'est une très bonne question. Euh, pour moi, le bien-être, en vrai, c'est un tout. Ça englobe tout, que ce soit physique ou émotionnel. Ça englobe tout pour moi, en tout cas, si je peux parler de mon bien-être à moi. C'est bien manger, bien dormir, se faire masser, parce que je me fais masser aussi. C'est important. C'est trop bien. Oui, ouais, ouais. Passer du temps avec ma famille, passer du temps avec mes amis, pour moi, ouais, c'est c'est ça, pour moi, le bien-être. En fait, c'est s'entourer de ce qui fait du bien à soi. Voilà. Super. Je pense que j'ai un petit peu la réponse à ma question, mais est-ce que ton bien-être est ou a été pour toi une priorité? J'ai déjà répondu du coup à cette question tout à l'heure. Voilà, c'est Bah, ça. ça l'était pas avant. Ouais. Ça l'était pas avant parce que justement, je ne me priorisais pas. Disons que les autres passaient avant moi, pendant très longtemps d'ailleurs. Encore une fois, je pense que l'entrepreneuriat, c'est très challengeant, mais en même temps, ça permet aussi ouais, de faire une introspection un peu sur soi-même, de se découvrir soi. Et quand je suis devenue entrepreneur, ouais, je pense que j'ai réalisé à quel point c'était important de se prioriser. Et ouais, au jour d'aujourd'hui, je me priorise pour le coup. Ok, Je prends soin de moi beaucoup plus qu'avant. Donc le super. bien-être est devenu, enfin en tout cas mon bien-être est devenu une priorité. Ok, et du coup, est-ce que tu veux me dire si aujourd'hui tu te poses, tu prends un temps pour identifier quels sont tes besoins en bien-être et est-ce que tu y réponds? Hmm. Alors, je dirais que oui, je m'écoute beaucoup. Euh, J'écoute beaucoup mes besoins. Après, y répondre, tout dépend. Ah ouais. Disons que comment dire, j'ai un certain degré je classe un petit peu ce que je peux faire, enfin, ce que je peux me faire du bien en peu de temps et des choses que j'ai besoin en plus long terme. Une période qui est très chargée comme là en ce moment. Les choses qui vont vraiment me faire du bien et qui durent vraiment pas longtemps, c'est juste de prendre du temps sous la douche, qui est vraiment important, prendre du temps sous la douche et aller marcher dehors, m'aérer et marcher beaucoup pour un peu me vider l'esprit, parce que je suis dans ma voiture, donc je suis très dans le mouvement, mais j'ai besoin aussi d'être ancrée. Donc je cours ou je marche. Et après, en termes de besoins, quand je sens que ça monte quand même en intensité, dans ces cas-là, soit je fais un week-end juste pour moi, ce que je ne faisais pas avant. Vraiment un week-end juste pour moi, où je pars, même si c'est pas très loin, hein, mais où vraiment je ne pense à rien d'autre que à moi, prendre le temps avec moi-même, tu vois, ça fait du bien, vraiment. Ou alors je vais me faire masser, ou je vais dans un spa, ou je prends vraiment plus de temps dans ces cas-là pour faire du bien à mon corps. Mais en tout cas, enfin, maintenant, je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Ouais. Tu vois, j'écoute mes ressentis. Je sais pas si je pense que de par ton métier, tu le sais aussi. Mais comme on est des personnes, nous les femmes, très cycliques, tu vois, on est quand même dans tous les mois, en fait, on a des cycles différents. Ce que je ne faisais pas avant parce que je ne savais pas. Mais pendant la formation de Douglas, c'est vrai que j'ai beaucoup plus appris ce terme de vivre un petit peu avec ses ressentis et ses émotions pendant la période de cycle, que ce Ouais. soit prémenstruel, menstruel ou ovulatoire. Et en fait, j'essaye, en tout cas, bah déjà, je me comprends, donc je vois mes besoins à telle période du cycle, mais j'essaye aussi de répondre aux besoins en fonction du cycle, enfin, en fonction de mon cycle. Après, mon métier me le permet aussi parce que comme je suis entrepreneur, c'est un peu plus facile de gérer son temps. Tu vois, il y a des fois où je sais si je sais quand ma période de menstruation arrive et que je sais que j'ai besoin de ralentir, je vais prendre un peu moins de rendez-vous C'est trop bien. dans la semaine, si je le peux. Si je le peux. Après, quand c'est des périodes assez denses et que je suis obligée de placer les gens, malheureusement, je ne peux pas. Mais en règle majoritaire, j'essaye en tout cas de ralentir. Parce que avant ça, j'étais quelqu'un qui était très, tu sais, je faisais tout dans l'excès. Je travaillais beaucoup et puis après, d'un coup, je ne faisais plus rien, tu vois. Oui. J'étais un peu deux extrêmes. Et pour moi, ça m'allait hein, dans ce rythme-là, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était bah, que j'allais trop dans ma limite et qu'après, au final, je délaissais un peu tout. Donc, j'ai essayé d'avoir cet équilibre-là et de prendre du temps un peu quotidiennement plutôt que voilà, de tout faire dans l'excès et ensuite être complètement fatiguée et de plus rien faire, quoi. C'est trop bien parce que du coup, tu écoutes ton corps et c'est vrai que cette notion de vivre avec son cycle,
C'est très peu Oui, connu et c'est vraiment dommage oui, parce qu'on fait sans, enfin, oui. on pense que du premier jour du mois jusqu'à la fin du mois, on a le même niveau d'énergie, alors que pas du tout. Non, Mais en tout cas, on fait tout autant. Alors oui, que justement, si on s'adaptait à notre cycle, alors c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus facile, si ouais, je peux dire, parce que tu gères ton emploi du temps. mhm, Mais même en tant que salarié, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire oui, pour s'alléger au moment où on a moins d'énergie, quoi, en ouais. fonction de la Ou période du alors, cycle. c'est ça. Ou alors s'accorder un peu plus de temps pour soi le soir, C'est tu ça. vois, des petits moments, tu vois, réconfortants. Genre, en Ouais. fait, moi, je me dis, genre, des fois, tu vois, la semaine dernière, par exemple, j'étais en période de menstruation et le truc auquel je pensais, c'était de boire une soupe avec une plaide devant la télé. Mais c'est bête, mais en même temps, c'est hyper réconfortant, tu vois, c'est simple, mais c'est des petites choses comme ça où juste j'écoute cette petite voix qui me dit, ah, j'ai besoin de ça, et ben, je le fais. Ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est top. De par ton métier, tu as beaucoup d'émotions des personnes. Ça Ouais. peut être très lourd à porter. Comment tu fais toi pour gérer ça? Comment je fais? Ben, j'en parle autour de moi, comme je faisais à l'hôpital, parce que c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes histoires, mais c'est tout aussi quand même impactant. Euh, J'en parle beaucoup. Et je vais, en fait, c'est le fait de marcher ou de courir, ça me permet vraiment de libérer mon esprit, déjà, au niveau de l'esprit, et après tout ce qui est vraiment énergétique, parce que non seulement ça impacte aussi le cœur, mais physiquement aussi, tu vois, genre parfois ça m'arrive en fin de journée, tu vois, d'être complètement ailleurs. Tellement énergétiquement, tu vois, j'ai donné beaucoup. Donc, la douche, comme je te disais, la douche, c'est vraiment un moment hyper important pour moi parce que ça me permet déjà de me nettoyer et juste d'entendre l'eau qui coule et de prendre conscience un petit peu de mon corps, tu vois, genre juste de me recentrer, quoi, de m'ancrer, euh, de m'ancrer et de me nettoyer aussi. Mais c'est ça. Et en fait, quand Et tu les dis massages. J'essaye vraiment, je me suis donné une directive qu'au moins une fois par mois. c'est trop bien. Mais pour venir sur la douche, tu Oui. sais on le conseille beaucoup pour tout ce qui est pratique thérapeute. Bah, du coup, comme toi, en fait, la douche, enfin, ça nettoie notre corps, mais ça nettoie aussi les énergies extérieures, enfin, Oui. tout ce qu'on a reçu un peu Ouais. des autres. Donc, c'est top. Et la marche aussi, trop bien. Ça t'aère, comme tu dis, complètement. Est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble Ouais. une journée type dans ton métier? Dans une journée type de mon métier. Essentiellement beaucoup de voitures, Ouais, beaucoup de circulation. En fait, je commence souvent ma journée, dans tous les cas, ma journée, c'est que des rendez-vous chez les gens. Donc, je me déplace avec ma voiture, je vais chez les gens, je me redéplace avec ma voiture, je retourne chez les gens. Donc, c'est très mouvementé parce que je suis beaucoup sur la route, mais en même temps, c'est très ancré aussi parce que quand je rentre chez les gens et que je suis chez les gens, bah je suis chez les gens, donc je suis vraiment 100% disponible à ce moment-là. Donc, euh, ouais, si je peux dire une journée type, ça dépend. Après, c'est assez varié parce que tu peux avoir des massages et de l'accompagnement aussi. Je prends ma voiture le matin. Là, par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'était essentiellement que des massages. Ma valise parce que je suis très chargée aussi. Et je vais chez les gens. Voilà, je prends le temps de discuter tout le temps avec eux pour savoir comment ils vont, pour savoir ce qu'ils ont besoin, comment ils se sentent aussi, parce que ça me permet aussi de me masser, mais encore une fois, très personnalisé. Parce que je masse d'une certaine manière, j'ai une ligne directive, mais en fonction aussi des besoins de la personne, je vais au ressenti masser différemment aussi, euh, en fonction de ce que la personne a besoin. Typiquement, tu vois, ce matin, par exemple, j'avais massé un papa qui avait très très mal au niveau des épaules. Et en fait, j'ai pris le temps de le masser, mais en même temps, avant, tu vois, je lui ai quand même demandé comment, comment il allait, parce que pour moi, le corps, en tout cas, est relié un petit peu à nous. Le corps exactement. parle sur beaucoup de choses, de manière émotionnelle ou physique, hein. Et en fait, tu vois, il me disait beaucoup que bah, il travaille beaucoup et que là, il y a eu l'arrivée du deuxième bébé qui n'était peut-être pas forcément prévu dans le cours des choses, mais il est arrivé. Et il avait beaucoup de pression. En fait, il s'est mis beaucoup de pression à lui-même et tu vois, tout était
prostrée sur les épaules, quoi. Donc, j'ai beaucoup massé au niveau des épaules et rien que déjà même de libérer ça et de parler de ça, déjà, ça atténue encore plus, tu vois. Donc c'est assez fou. C'est et tellement complémentaire le fait de discuter et en même temps de toucher au niveau du massage, quoi. Oui. Et surtout, comme tu le dis, des fois, on dit des choses avec les mots, mais le corps dit autre chose. Donc, tu as cette capacité-là à comprendre, Ah c'est oui, trop bien. exactement. Est-ce que tu peux me dire sur une échelle de 1 à Ah 10, quel est ton niveau de oui. satisfaction de ton bien-être, en termes de bien-être? De 1 à 10, je dirais 5 parce Ouais, que parce que c'est variable vraiment d'une période à une autre. Parce que quand c'est très intense, tu vois, où je suis beaucoup sur la route, si j'adore mon métier, il y a ce côté-là où j'ai l'impression de ne pas prendre le temps, tu vois, de toujours être dans le speed, de pas prendre assez de temps, alors qu'à la base, j'avais quitté l'hôpital pour ça, hein, pour justement prendre du temps. Donc, je dirais 5 parce que je suis pas totalement tout le temps dans la réponse à mon bien-être, si je peux dire ça comme ok. ça. Et donc, maintenant que tu t'es mis cette note, qu'est-ce que tu peux faire à l'avenir pour Oui, justement augmenter cette note-là? et c'est marrant que tu parles de ça parce que justement, j'ai déjà fait cette introspection il y a 2 semaines. Et ben, pour moi, en tout cas, pour gérer un peu mieux mon temps, je veux justement avoir cette possibilité-là, en tout cas dans mon travail, de faire moitié domicile et moitié cabinet. Donc, augmenter un petit peu mes rendez-vous en cabinet pour justement être plus ancré dans un lieu et donc mouvement pour être bien, pour rentrer plus tôt chez moi, pour du coup avoir plus de temps pour prendre soin de moi le soir et avoir un peu plus de temps dans ma journée, quoi. Oui, parce que Voilà, effectivement, je comme pense tu que me l'avais c'est dit, plutôt ça. enfin, je l'ai vu sur ton site internet, tu travailles dans un cabinet sur Paris, c'est ça? Oui, voilà. Mais un jour semaine, là, pour l'instant. Je fais qu'un D'accord, seul jour sur... En gros, je travaille du mardi au samedi matin et le vendredi matin, c'est consacré au cabinet. Enfin, le vendredi, toute la journée d'ailleurs. C'est consacré au d'accord. cabinet. Donc, tu vois, j'ai plus de rendez-vous à domicile qu'en cabinet. Oui, parce que j'ai vu aussi sur ton site internet que tu proposes des ateliers de portage et Oui, des soins de massage aussi pour les bébés, oui, c'est ça? oui, Avec c'est le ça. coparent, ouais. Oui, c'est ça, ouais. C'est en général le samedi matin et c'est avec 3 familles maximum. Donc ça, ce qui est pas mal, c'est que bah, du coup, d'autres familles peuvent se rencontrer aussi. Donc c'est plutôt cool. Non seulement bon, ils viennent pour apprendre à porter leur bébé, à masser leur bébé, mais ça permet aussi de faire des rencontres. Parce que parfois, on a tendance un peu à être seul dans notre quotidien de parents. Et du coup, le fait de rencontrer d'autres parents, c'est à la même période, disons, c'est sympa. Donc ça permet aussi de moins se sentir seul. Donc c'est plutôt cool, ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux me dire s'il y avait une bonne pratique à appliquer, quelle serait la bonne pratique à mettre en place pour vivre une grossesse la plus sereinement possible? Une bonne pratique pour vivre sa grossesse la plus sereinement possible, Tu peux monter jusqu'à 3 bonnes c'est... pratiques, hein. Ok. Alors, encore une fois, bon, j'aime pas trop faire des généralités, mais je dirais peut-être plutôt déjà d'atténuer un petit peu ces peurs, de toutes ces appréhensions, de pouvoir noter un petit peu toutes les peurs et toutes les appréhensions qu'on peut avoir pour l'après aussi souvent, parce que c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup à l'accouchement, mais il y a aussi l'après, et de pouvoir y répondre, de trouver la bonne personne pour y répondre, que ce soit un professionnel ou même autour de soi, hein. Des fois, certes, on a des amis ou des proches qui sont passés par là et qui peuvent avoir aussi la bonne réponse. Donc, je dirais ouais, plutôt ça et de rester un maximum, en tout cas, dans sa bulle. Quand je dis ça, c'est de pas trop, ouais, quand on sent en tout cas il y a trop d'avis négatifs autour de soi, de quand même d'essayer de rester dans sa bulle parce que bah on va réactiver ces peurs et du coup ça va pas forcément être positif pour l'accouchement.
je pense que ouais, la bonne pratique, je dirais peut-être ouais, s'écouter soi Ouais, je suis totalement et d'accord potentiellement avec bien toi. s'entourer, bien évidemment. Ouais. Pour terminer, Maëva, quel conseil tu pourrais donner à de futurs parents ou à des parents, justement, pour prendre soin de leur bien-être? Eh ben, je dirais encore une fois bien s'entourer. Vraiment, je dirais quand on sent, parce que quand on est dans son quotidien avec un enfant, c'est un peu, voilà, on a l'habitude, on fait des tâches par tâches, on est très, comment dire, très réglé dans son quotidien, dans sa routine. C'est vrai que souvent, on a tendance à beaucoup emmagasiner. Et je dis ça parce que malheureusement, c'est comme ça. Mais nous, les femmes, en tout cas, on a tendance à beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir, à avoir une très, très grosse charge mentale. Juste de se dire, OK, je peux pas tout faire. Et c'est OK, tu peux pas tout faire et c'est pas grave. Voilà, de s'accorder du temps pour soi, c'est vraiment très important, même si je sais que dans notre quotidien de maman, on a tendance voilà, à passer son enfant en priorité, ce qui est normal, mais d'avoir quand même ce temps pour soi, juste de une heure ou deux, je ne sais pas, de faire quelque chose pour soi, c'est hyper ressourçant. C'est comme bah, toute personne, en fait, en règle générale, quand elle est tout le temps dans son quotidien, elle a besoin de se ressourcer aussi, parce que quand on donne beaucoup, on a besoin aussi de se ressourcer. Ouais, je dirais peut-être de penser à soi parfois, d'oser aussi penser à soi, parce que c'est important, si on le peut. Parce que je me doute que bah, parfois, on n'a peut-être pas sa famille aussi pour s'accorder du temps, on n'a peut-être pas sa famille pour garder aussi le bébé, peu importe, mais en tout cas, essayer, si on le peut, de s'accorder du temps pour soi et s'accorder du temps à deux, surtout. Parce que, encore une fois, aussi, pareil, on a ce statut de parent, mais le couple, il est pour le moment, en tout cas, mis de côté parce que, bah, il y a le rôle de parent qui prend plus le dessus, mais de pas s'oublier, de vraiment s'accorder du temps à deux parce qu'on a un couple aussi à la base. Je dirais s'accorder du temps à deux quand on le peut, encore une fois, parce que dans le quotidien, je me doute que c'est un vrai challenge, mais ouais, s'accorder du temps à deux, bien s'entourer, de s'écouter à deux, surtout, et de prendre du temps pour soi. Ouais, Je suis totalement d'accord avec toi et c'est très bien que tu le précises parce que, comme tu dis, on a tendance à se perdre en tant que parent, alors qu'il faut se reconnecter à soi pour être ouais, encore mieux et plus énergique. Trop bien. Merci beaucoup, ouais, Maëva. pour mieux s'occuper de son bébé Dis-moi, après. voilà, c'est ça totalement. Non, oui. Dis-moi, si on souhaite te contacter pour prendre rendez-vous ou pour collaborer avec toi, enfin voilà, comment on fait? Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, sur Instagram, euh, on tape juste le nom, ma naissance et on peut me trouver sur Instagram, ou bien par email, ou bien sur mon site internet aussi directement. Il y a toutes les coordonnées aussi sur le site. Je vais mettre dans Euh, la barre d'infos de toute façon les liens, comme ça les personnes pourront s'y ouais, connecter directement. voilà. Bon, bah, mais essentiellement, ouais, je dirais plutôt Instagram, assez D'accord. accessible, ou bien via mon site internet. Ok, super. Merci beaucoup Maëva. Merci pour le temps que tu nous Avec as plaisir! accordé. Avec plaisir, vraiment. C'était vraiment un plaisir et merci à toi de m'avoir invité, en tout cas dans ce podcast, parce que c'est hyper intéressant, vraiment. Merci. Merci, ça m'a fait très plaisir en tout cas. Trop À bien. bientôt Maëva. À bientôt! Un grand merci à toi pour avoir écouté cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme de podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne jamais louper un épisode. Ça va me donner beaucoup de force et d'encouragement pour continuer cette démarche vers un retour au bien-être. Rejoins-moi également sur Instagram ou YouTube pour partager tes expériences avec moi-même et avec la communauté. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email ou à me contacter en message privé sur Instagram. Ce sera avec un grand plaisir de te lire et de répondre à ta demande. Merci encore pour ton écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants.